Auditrices et auditeurs de Radio Gandal, bonsoir. Nous saluons et vous souhaitons une bonne écoute. L'écoute de l'émission de la Commission centrale de Portal-Fibantal Fouta-Jalon sur l'histoire de la Guinée. Nous savons tous que cette histoire est marquée par la violence d'État instaurée par le régime de Sékou Touré comme système de gouvernance. Il a mis sur pied une politique de mensonge, une politique de destruction des forces vives de notre pays. Et il a utilisé ce qu'on a appelé le complot permanent pour condamner, pour amener toutes les grandes personnes de notre pays, tous ceux-là qui étaient capables de contribuer au développement de notre pays. Ceux-ci sont retrouvés comme étant ses ennemis. C'est ainsi qu'il a créé le complot permanent pour accuser, utiliser avec de faux procès, les envoyer tous à Boiro. Il y avait assez de Boiro en République de Guinée. Donc, au cours de nos émissions, vous le savez très bien, des fois nous rendons hommage aux victimes, des fois nous dénonçons les tortionnaires, les criminels. Donc aujourd'hui, notre émission consiste à rendre hommage à l'une des victimes. Un de nos frères, un de nos aînés qui était préparé et qui avait eu la volonté à contribuer à faire de notre pays une force révolution sécoutourienne. Donc, comme on le fait souvent, aujourd'hui nous sommes mercredi, l'émission est en langue française. Après l'exposé de notre collègue Bachir Ba, on va toujours passer la parole au panel de la Commission centrale de Portal-Fibantal Fouta-Jalon, à celui de Radio Gandal pour enfin donner la parole maintenant au public qui pourra s'exprimer dans la langue de choix. Mais l'émission étant aujourd'hui en français, on va traduire pour le débat. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre collègue, M. Bachir Ba, pour votre exposé. M. Bachir, si vous nous écoutez, on vous passe la parole. Bien, merci beaucoup, M. Barry, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Comme l'a introduit M. Barry, on va rendre un hommage à M. Amadou Tidjane Diop. Dans la version française, on avait déjà fait une version en poulard de cet hommage pour rappeler qu'il fut une des victimes encore du régime sanguinaire de Sékou Touré et pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent encore et depuis des années que c'est un passage obligé si on veut changer le cours de notre histoire, de revenir sur ces victimes innocentes et sur les mécanismes qui les ont broyés et qui en ont fait des otages de notre pays et qui le retardent systématiquement. Tant que nous n'aurons pas lavé ces plaies béantes de notre histoire, eh bien, on peut dire au revoir à toute forme de développement. Le temps le prouve, ça fait plus de 36 ans que Sékou Touré est mort et on vit toujours sous l'ombre de ces dégâts. Donc ces dégâts doivent être étudiés à fond dans tous leurs aspects et particulièrement les victimes innocentes qu'on doit honorer et non seulement honorer mais expliquer et expliciter les mécanismes par lesquels ils ont été des victimes et mécanismes qui restent toujours tapis dans le système de gouvernance de notre pays et qui fait que les citoyens sont des objets des machines répressives mises en place, quel que soit le changement d'homme. Tant que ces machines-là ne seront pas exposées, explicitées et totalement éradiquées,
eh bien, on restera sous leur coupe, on continuera à nous plaindre, mais l'histoire se fout pas mal de plaintes des gens et ne retient que les actions positives de changement. Pour revenir à l'hommage qu'on va rendre ce soir à Ahmed Tidiane Diop, on va parler de sa famille et de son ascendance, et de sa filiation, de sa famille personnelle, de ses études, de sa carrière et au temps colonial et après l'indépendance, ainsi que des circonstances de son arrestation, des modes de survie de sa famille et les circonstances pour des témoins qui ont vu à l'intérieur du Camboirou la façon dont on les a exécutés. Eh bien, on va brosser rapidement les circonstances de leur mort tragique et dont nous devons nous rappeler à tout prix, je le rappelle encore une fois. On a reçu beaucoup de données de son frère Ousmane Diop, qui vit aux États-Unis, ainsi que de Madame Mariga. C'est ces documents que nous allons relater aujourd'hui pour l'audience et que nous allons remettre en ligne quand elle sera totalement enregistrée. Donc, Ahmed Tidiane Diop est né le 1er avril 1930, le même jour que un de ses amis célèbres du nom de Baba Mamadou, qui était son cousin et son ami d'enfance. Mais à défaut d'un extrait de naissance établi le jour de sa naissance, pour le scolariser, on lui a établi un jugement supplétif d'acte de naissance mentionnant né vers 1932, date qui sera finalement retenue dans ses documents civils. Son père s'appelait Eladj Maki Diop. C'était un commerçant qui se déplaçait au gré de ses affaires. C'est ainsi qu'il a résidé à Farana, où Mamadou Diop, l'aîné de ses enfants, naquit, et celui-ci décédera rapidement à Farana, où il est enterré. Et puis, circonstance tragique, il sera enterré dans la concession qui s'avère être celle de la famille de Sékou Touré. Très tragique. La famille a également vécu à Katib au Mali avant de retourner à Dinguiraï, où Ahmed Tidiane a été scolarisé. Donc, le père, on l'a dit, s'appelle le père de Ahmed Tidiane s'appelle Eladj Maki Diop. On l'appelait aussi Maki A, qui était le nom de Fatoumata Dia. Sa mère s'appelle Hadja Fatoumata Ndiaye, appelée aussi Koumba Ndiaye. Ahmed Tidiane est le frère aîné de Eladj Ousmane Diop, que j'ai mentionné tout récemment, que j'ai mentionné à l'introduction au début de l'enregistrement, au début de l'émission, qui est un ingénieur statisticien qui est diplômé de l'université de Berkeley aux États-Unis, qui lui aussi sera détenu pendant 10 mois au Camboirou entre 1971 et 1972, alors qu'il était professeur à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. Et Ahmed Tidiane Diop a aussi une sœur du nom de Oumou Diop, qui est diplômée de l'université de Montpellier. Et pour sa famille, pour sa vie familiale personnelle, Ahmed Tidiane Diop épousa en 1966 Hadja Arabia Diallo, qui était la fille de Thierno Mamadou Toro Diallo de Tinka à Dalaba. Rappelons que le père de la femme de Ahmed Tidiane Diop, le père donc de Hadja Arabia Diallo, sera aussi arrêté et détenu au Camboirou lorsqu'on fera la razzia sur la famille royale de Tinka, dont on a fait mention ici quand on a rendu hommage à Eladj Ibrahim Dalaba et à son frère Eladj Bademba. Rappelons que ces deux sont les fils de Thierno Omar Dalaba, qui était le chef coutumier du canton de Dalaba au temps colonial. Donc le mariage entre Ahmed Tidiane Diop et Hadja Arabia s'est déroulé à son retour des États-Unis, où elle-même, Hadja Arabia, a fait des études. Elle était professeure d'anglais quand elle retourna en Guinée. Ils eurent un fils du nom de Maki Diop, qui naquit en 1968 et vit avec sa famille à Atlanta, Georgia aujourd'hui. Il avait à peine 1 an quand son père a été arrêté. Donc, chez eux aussi, dans la famille de Ahmed Tidiane Diop et de Hadja Arabia, vivait sa sœur du nom de Oumou Diop, dont on a parlé, ainsi que des frères de Hadja Arabia, dont Thierno Omar Diallo et Dr Bademba Diallo, qui étaient alors des élèves. Pour ses études, nous mentionnons que Eladj Tidiane Diop fit ses études primaires à Dinguiraï et à Mamou.
ses études secondaires comme c'était la coutume à l'époque. Il fit à l'EPS, qui, si j'ai bonne mémoire, s'appelait École primaire secondaire de Conakry. Et puis ensuite, il fréquenta le lycée Faidherbe de Saint-Louis et l'école normale de Sébikotane. Et il fit son service militaire avant l'indépendance. Il fut enrôlé à l'école des sous-officiers de Saint-Maxien en France. Ensuite, il fit l'université FAN 2 ans à Dakar avant de continuer à l'école de la France d'outre-mer à Paris. Il obtint une licence en géographie. Pendant le temps colonial, il fut enseignant et directeur d'école à Poredaka, à Mamou, de 1954 à 1956. Après sa sortie de l'école William Ponty, l'école s'appelait aussi l'école Sébikotane, l'école normale de Sébikotane, et après son service militaire. Parmi ses élèves à Poredaka, on peut mentionner Elhadj Seydou Diallo et Elhadj Habib Diallo, qui sont tous occupés de hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Rappelons qu'Elhadj Seydou Diallo était du temps de Lassana Conté, vice-gouverneur de la Banque centrale, et Elhadj Habib, ensuite il fut ambassadeur, et Elhadj Habib Diallo fut aussi ambassadeur aux États-Unis, et malheureusement il est décédé aujourd'hui. Pendant qu'il enseignait à Poredaka, rappelons que Elhadj Tidiane Diop était très très lié à Barry III, dont il était membre du parti. Il était affilié au parti fondé par Barry III, la délégation socialiste de Guinée, et qui, comme on l'a rappelé ici, fusionnera quelques mois plus tard avec le BAG pour former la section PRA de la Guinée. Le PRA, comme à l'image du RDA, c'était un parti qui était sur toute l'Afrique de l'Ouest et qui, rappelons-le, ce PRA, après le PAI, furent les premiers partis à demander l'indépendance totale par rapport à la France, contrairement à ce qui a été faussement enseigné à des générations de Guinéens. Et qu'on traite aujourd'hui ces victimes et leurs compagnons comme agents fantoches de l'impérialisme et du colonialisme français, et qu'ils ont été ils ont été soudoyés par la France pour monter des coups d'État contre Sékou Touré. C'est cette version officielle qui a été chantonnée, rabâchée, inculquée et enfoncée dans la tête de beaucoup de gens, que les gens continuent à véhiculer aujourd'hui. Et chaque fois qu'on parle ici des victimes, on voit des réactions de gens pauvrement éduqués et moralement vides, qui viennent encore parler de traîtres qui ont été tués par la révolution guinéenne. Il faut qu'on se débarrasse de ces toxins, qu'on débarrasse nos parents, nos enfants et nos compatriotes de ces toxins qui maintiennent la Guinée dans l'ornière de la faillite. Pour revenir encore à la carrière de Elhadj Tidiane Diop, eh bien, après l'indépendance, donc, il revint en Guinée et sur insistance de son père en 1963. Il travailla au ministère du Développement économique dans le cabinet d'Ismaël Touré entre 1965 et 1966. Ensuite, il rejoindra la société FRIA, où il sera assistant administratif jusqu'au jour de son arrestation en 1969. Quant aux raisons de l'arrestation, les circonstances plutôt, les raisons, on sait que c'est les mêmes raisons qui ont décimé toute l'élite guinéenne par rapport quand des voyous ont pris le pouvoir. Donc, mais les circonstances de son arrestation, on nous explique que avant son arrestation en 1969, il fut convoqué dans la journée dans une commission d'enquête où siégeait Yann Lansana. Rappelons qu'on a fait parler ici de Yann Lansana, et qui fut un des agents trationnaires et interrogateurs du régime, de la machine de répression de Sékou Touré, et qui avait réussi à faire croire à beaucoup de gens qu'il était un modéré ou un gars qui n'était pas du tout, faisait pas partie de la machine répressive de la famille de Sékou Touré. Eh bien, c'est faux. Tous les témoignages qu'on a montrés ici, et quand on a fait son portrait, montrent qu'il fut un agent actif et totalement impliqué et dans la répression et dans l'intimidation des Guinéens. Et d'ailleurs, on se rappelle qu'il y a eu des réactions extrêmement féroces des affidés de Sékou Touré qui voulaient
le présenter comme une figure de rachat, eh bien, on a démonté ça pour montrer qu'il était une partie intégrante de la machine répressive de Sékou Touré. Donc, c'est ce même Diané Lansana qui supervisa la commission devant laquelle Tidjane Diop fut convoqué. Et il a sorti de l'interrogatoire vers 16 heures et il appela son frère Ousmane Diop et un de ses amis d'enfance du nom de Madani Kouyaté et ils se rendirent au bar Le Rat Palmiste à côté de l'immeuble Fria où il avait son bureau. Il leur dit que les interrogatoires tournaient autour de ses liens avec Bam, son cousin et ami d'enfance. Rappelons-nous bien, ils l'ont appelé, ils l'ont interrogé devant une commission supposée découvrir des comploteurs et tout tournait autour de ses liens avec un de ses amis d'enfance, Bamamadou, qui était un opposant qui avait réussi à échapper aux griffes de Sékou Touré. Donc c'est cette culpabilité par association que le régime, a fondé toute sa machine répressive. Tu es l'ami d'un ennemi, tu es l'ami d'un ennemi du régime, d'un ennemi ouvert et juré qui s'est prononcé de combattre le régime, donc tu es coupable. Et Diané Lansana lui posa des questions insidieuses et il hésita à lui dire c'est bien parce que tu es assis derrière cette table, sinon tu n'oserais pas me parler comme ça. Cette même nuit, ils sont venus l'arrêter. Aucune déposition n'a été entendue de lui durant toute l'année 1969 et 70. Mais officiellement, ils diront que le tribunal révolutionnaire l'avait accusé d'avoir, au retour d'une mission pour le compte de la société FI, à rencontrer à Dakar Hadia Diop, accusé d'être un anti-guinéen. Rappelons que Hadia Diop de Dakar est le fils de l'oncle de Oumar Siré Diop et donc cousin direct du père de Amadou Tidjane Diop. Donc c'est son oncle. Il prétend, là aussi, comme les relations avec Baba Madou, il a rencontré un de ses oncles qui était accusé d'être anti-guinéen, qui est en fait un concept totalement abscon. On ne peut pas être anti-guinéen parce que la Guinée n'est pas un concept philosophique, c'est une nation. On ne peut pas être anti-guinéen, soit on est guinéen, tout court, on est contre le régime, ou bien on n'est pas guinéen. On ne peut pas être anti-guinéen. C'est ces concepts bidons comme ça que le PDG a encore enfoncé dans la tête des gens jusqu'à présent, que les gens véhiculent avec les mots de mercenaires. Ils traitaient des Guinéens qui étaient arrêtés, de civils ou de mercenaires, ce qui est totalement faux et n'a aucun sens. Il n'a de sens que dans la tête vide des tortionnaires et des agents de la répression du PDG qui voulaient avilir leurs victimes en leur collant des noms négatifs. Eh bien donc, on l'accusa d'avoir rencontré son oncle. En réalité, le père d'Amadou Diop, Tidjane Diop, venait de décéder en 1968 à Conakry. Au retour de la mission officielle de la FIA, donc il est passé à Dakar pour rencontrer la famille et pour qu'il fasse des prières pour le repos de l'âme de son propre père. De toutes les façons, comme nous l'a expliqué Ousmane Diop, son frère, qui nous a envoyé des documents et de la biographie sur lui, eh bien, ce régime avait décidé de sévir et de décimer tous les cadres, les ressortissants des grandes familles qui appartenaient de Dingra et de la Guinée. Donc, c'était déjà une victime ciblée. Et pour les circonstances historiques de l'arrestation, pour replacer l'arrestation dans son contexte, on sait que la nuit du 22 novembre 1970, des combattants guinéens accompagnés de groupes de militaires portugais qui voulaient récupérer leurs prisonniers ont fait un débarquement à Conakry. Et Sékou Touré était au courant de ce débarquement. Il a facilité aux Portugais la récupération des prisonniers que le PAIC détenait. Eh bien, mais il ne pouvait pas se douter que des Guinéens combattants aussi féroces étaient parmi les débarquants. Eh bien, à sa grande surprise, ces Guinéens se battirent, mais ils n'avaient pas beaucoup d'informations, n'avaient pas d'informations valides, sinon ils auraient renversé son régime. On sait que c'est suite à ce tollé, toute l'Afrique condamna le Portugal pour ce débarquement. Eh bien, Sékou Touré se donna carte blanche lorsqu'il était de mèche avec les Portugais pour sévir
et détruire le peu d'intelligentsia que la Guinée et à jamais retarder le pays. Donc c'est dans ces circonstances-là que se situe, et bien qu'ils aient été arrêtés avant l'année d'avant, eh bien, comme on le verra, ils seront exécutés dans cette vague de razzia que Sékou Touré a opérée en Guinée au cours de des années 1970 et 71. Eh bien, donc, quand le débarquement a eu lieu, comme on le sait, les prisonniers politiques guinéens qui étaient détenus au Cambodge ont été libérés. Eh bien, parmi les libérés, il y avait bien entendu des proches parents il y avait Tidiane Diop et puis des proches parents à lui comme Dr Marega. Eh bien, ils se sont rendus chez Madame Marega, qui était le point de ralliement de la famille. Et là, sa femme Arabia Diallo, qui était prof d'anglais à l'époque, et son fils aîné, qui était âgé de 2 ans, sa sœur Oumou Diop, dont on a parlé, ils sont tous retrouvés dans la famille de Madame Marega. Et c'est là qu'il y a eu un débat entre eux. Certains ont dit qu'il fallait qu'ils se rendent pour prouver leur bonne foi parce qu'ils étaient innocents. Et effectivement, ils étaient innocents. Parce que s'ils étaient coupables de quoi que ce soit, que des Guinéens aient débarqué de l'extérieur, des patriotes guinéens aient débarqué de l'extérieur et les aient libérés, eh bien, ils auraient pris la fuite. Mais, sachant qu'ils n'avaient rien commis comme crime, eh bien, ils décidèrent, par bonne foi, de prouver leur bonne foi encore, en se rendant à la permanence de Conakry 2. Et comme on le sait, c'est là qu'ils disparurent tous. Il y avait parmi eux Dr Marega, il y avait Baïdigé, il y avait Tidiane Diop et bien d'autres. Eh bien, ils disparaîtront. Et lui-même, Tidiane Diop, il dira qu'ils paieront très cher de leur vie la décision de se rendre. Eh bien, on les arrêtera et on les avait condamnés soi-disant précédemment à 20 ans de prison et quand les sentences des simulacres de procès eurent lieu en janvier 1971, eh bien, ils étaient condamnés à mort et seront exécutés. On les gardera quelques années dans les geôles de Cambouaro et le commissaire Kindo Touré qui fut arrêté et qui fit la prison avec eux raconte qu'ils furent exécutés dans la nuit du 26 au 27 mars, vers 1h du matin. Eh bien, ils les prirent ils les expulsèrent de leur geôle, ils les embarquèrent dans un camion et les autres prisonniers observèrent ce camion partir. Ils partirent et ils ne le revirent jamais. Ils racontent qu'ils continuèrent à regarder, à percevoir les trous par la porte. Et ils virent le camion sortir du camp. Ensuite, il dit, mon désarroi était profond. Ça, c'est le commissaire Kindo Touré qui est un survivant, le seul survivant de ce prétendu complot qui a écrit un livre. Et je lis ce qu'il donne comme souvenir de cette nuit macabre. Eh bien, il raconte que quand le camion disparut, la chambrée des prisonniers tomba dans un silence déprimant. Et on passa l'une des plus longues nuits de notre séjour en prison. Au lever du jour, on observe avec un profond chagrin les menus effets laissés par nos malheureux compagnons. On n'a pas le cœur à les profaner. Que de projets avons-nous passés ensemble dans les prisons où nous sortirions pour le moment où nous sortirions de cet enfer. Dr Marega n'avait cesse de parler de son épouse bien-aimée. En début d'hivernage, quand les éclairs labourent le ciel, il pense avec émotion à Madame Marega qui ne les supporte pas. Tidiane Diop lui parlait de sa belle Arabia et de ses enfants. Nous ne le reverrons donc plus jamais, ses amis intimes. Ô cruel destin des hommes, paix à vos âmes et que Dieu vous accorde sa miséricorde et son paradis. Amen. Ça, c'est un de leurs compagnons de prison, le seul rescapé de cette razzia, Kindo Touré, qui a fait ce témoignage dans ce livre. Eh bien, pour terminer,
Je brosserai rapidement comment la famille survécut à l'arrestation de Tidjane Diop. Elle fut vidée de la villa que la compagnie Free a louée à Matam pour lui. La famille se relogea à Dixine Mosquée dans une villa louée auprès d'un parent. Sa femme, Hadja Rabiat Diallo, continue à enseigner l'anglais à l'ENAM. Son frère Ousmane Diop, qui logeait au bloc des professeurs, fut aussi arrêté en fin d'année scolaire en 1971 et détenu au Cambodge jusqu'à 1972. Ce dernier profita de sa libération pour organiser sa fuite par la frontière de Dinguiraye vers Kéniéba au Mali. Il fit la traversée sur une simple pirogue du fleuve. Il marcha une centaine de kilomètres au Mali pour atteindre Kéniéba, d'où il embarqua dans un camion jusqu'à Mahina avant de prendre le chemin pour Bamako. De Bamako, il rejoint Abidjan à bord d'un camion citerne. Il était en route pour les États-Unis, mais à Abidjan, son cousin Bamamadou, ses sœurs, Mme Bakierno et Mme Yakité Koman Fatmataba et le reste de la famille décident de le retenir. C'est là qu'il verra pour la première fois son fils aîné, nommé Amadou Tidjane Diop. Son fils aîné, nommé Amadou Tidjane Diop, du nom de son frère, et qu'il organisa avec l'aide de sa belle-sœur et sa mère à Dinguiraye et son ami d'enfance et d'autres membres de la famille, une survie correcte. Donc, en annexe, M. Ousmane Tidjane Diop nous a envoyé un long document sur les ancêtres de la famille, les généalogies des familles du côté maternel et paternel. Eh bien, comme ce projet s'inscrit dans l'écriture d'un livre qui sera le livre noir de la dictature de Sékou Touré, eh bien, ces informations figureront en bonne et due forme pour tisser et rétisser l'histoire de notre nation, où les familles sont liées par des liens intrinsèques et qu'on découvre chaque fois qu'on parle d'une de nos victimes. Nous nous joignons à Kindo Touré pour saluer la mémoire de ces disparus et nous invitons les familles à beaucoup de courage et pour se rendre compte que ces morts ne sont pas morts pour eux seulement, c'est des martyrs pour notre nation. Nous partageons leur douleur et nous les encourageons à respecter leur mémoire, à la garder précieusement, parce que c'est le prix de l'émancipation de notre nation. Je vous remercie. Merci, M. Ba, pour votre brillant exposé. Alors, nous allons passer la parole maintenant au panel de la Commission centrale de Portal Bantal Fouta Djallon. M. Diallo Lamine, donc, nous voulons avoir vos contributions. Alors, merci beaucoup, monsieur Barry. Merci Bachir pour l'exposé aussi bien que triste sur la vie de Tidjane Diop et sur sa fin tragique. Donc, je salue en passant l'équipe de Fréquence Scandale et continue toujours à les remercier. Je salue tous les auditeurs de Fréquence Scandale qui sont en ligne. Et je salue aussi tous les membres de Portal Bantal Fouta Djallon à travers le monde. Donc, cette histoire me touche particulièrement parce que je connais Tidjane Diop. C'est un cousin à moi du côté de ma mère, c'est un cousin germain. Et c'est, comme Bachir l'a indiqué, c'est grâce à son frère Ousmane Diop qui est là à Atlanta et à Madame Marega que nous avons eu les informations là sur Tidjane Diop. Tidjane Diop était un fonctionnaire de FRIA quand on l'a arrêté. C'était un bel homme. Vraiment, c'est très calme, très posé, comme la plupart des cadres et des gens bien nés de l'époque. Sékou Touré l'a fait arrêter, comme Bachir l'a indiqué, comme tout simplement parce qu'il avait décidé de faire le nettoyage total de tous les cadres de Dinguiraye. Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Seul le bon Dieu
peut nous dire les raisons profondes qui ont poussé Sékou Touré à commettre tous ces crimes. C'est des crimes qu'il a commis dans toutes les régions de la Guinée, et particulièrement au Fouta et à Dinguiraye. Comme Bachir l'a indiqué, tout ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir rendu visite à son oncle pour présenter ses condoléances suite à un décès dans la famille, ce qui est tout à fait normal. Mais le régime de Sékou Touré est un régime totalitaire. Et tout est vu négativement, tout est vu comme un crime. Même dans un régime normal, le fait d'aller rendre visite à quelqu'un, même si cette personne est considérée comme un ennemi du pays, du régime de Sékou Touré, hein, la sentence de cette personne ne doit pas être la peine de mort. Donc ça veut dire que c'était un régime qui était sans mesure. C'était une forme d'extermination des gens, c'est tout. Ce n'est rien d'autre. Tidjane Diop n'était pas mêlé à la politique quand on l'a arrêté. C'était un fonctionnaire de FRIA. Mais le fait d'être un intime de Baba Madou, un cousin à lui, un camarade d'enfance, et le fait aussi d'avoir appartenu à un moment donné au parti de Bari 3, qui n'existait plus à l'époque quand on l'a arrêté. Et tout ça a conduit à son arrestation et à son exécution. Et par la suite, on arrête son frère. Hein? On arrête son frère. C'est les seuls deux garçons de leur maman. Hein? Et lui aussi, c'est par la grâce du bon Dieu qu'il s'est tiré de là. Et un jour, peut-être, nous aurons l'opportunité d'élaborer dans quelles circonstances on l'a libéré. Mais, par la grâce du bon Dieu, il est sorti de là et il n'a pas attendu. Et il s'est glissé par les frontières et a quitté Dinguiraye, a quitté la Guinée pour arriver à Abidjan. C'était à Abidjan à l'époque quand il est venu. Il est venu heureusement que Bama Madou était là et quelques parents de Dinguiraye, comme Bachir l'a montré ici. Et Bama Madou l'a embauché dans sa compagnie, Lato. C'était une compagnie de truck leasing, faisait louer des camions. C'était une compagnie américaine où Bama Madou travaillait. Et donc c'est là qu'il a été lui-même retrouvé par sa femme Ati. Il était marié à une américaine. Il avait fait 2 enfants et celle-là l'a retrouvé à Abidjan. Et il a récupéré aussi le fils de son grand frère, Maki Diop, qui lui vit à Atlanta ici. Et il l'a élevé. Il l'a élevé à chose, lui et sa... donc je crois, oui, c'est lui seul qui l'a élevé là-bas. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Tidjane Diop. C'était une épuration, une liquidation totale de tous les cadres de Dinguiraye. Mais pourquoi Sékou Touré vouait une telle haine envers ces gens? Je me poserai toujours la question. Hein? Parce que quand nous avons fait la lecture du livre de Mme Marega ici, elle l'exposé sur ce livre-là, on a compris que à un moment donné de sa vie, Ismaël Touré dormait dans le même lit que Madame Dr Marega, était hébergé par la famille de Dr Marega, par le père de Dr Marega. Il était hébergé là parce que son père à lui avait été arrêté pour vol de bétail et condamné à purger sa peine en dehors de la Guinée. Et il était interdit de revenir en Guinée.
Donc, c'est la famille du docteur, le père de docteur Marega qui a récupéré Ismaël Touré et qui l'a élevé. Et nous avons, à travers ce livre aussi, nous savons que Sékou Touré lui-même a été hébergé dans une famille Peul à Farana. Donc, d'où vient cette haine des cadres de Dinguiraye? Dans le livre de Dr Marega, de Madame Marega, on apprend que quand ils étaient en France, pratiquement c'est Dr Marega et Madame Marega qui s'occupaient d'Ismaël Touré, parce qu'il était un chômeur là-bas. Il n'avait pas de revenus. Et c'est grâce à cette famille-là, grâce à ce couple, qu'il a pu survivre là-bas, en partie. Notre partie, grâce à Fodeba Keita, qui lui avait donné un petit boulot dans sa troupe théâtrale. Donc, ce sont toutes ces personnes qu'ils ont jetées en prison et qu'ils ont éliminées. Des gens avec un enfant, une personne avec laquelle tu étais dans le même lit, dans la famille de son père. Vous avez vécu comme des frères. Vous le condamnez à mort. Vous le détruisez. Vous dites même pas, vous ne permettez même pas à leur famille de faire le deuil. Et puis vous expulsez leur famille de leur maison. Alors qu'eux, ils vous ont donné un toit. Pendant que vous étiez des enfants, vous n'aviez pas un toit. Eux, leur famille vous a hébergé. Eux, en France, ils vous ont donné un toit, un endroit où venir, où manger, dormir, avoir de l'argent de poche. Donc, vous les jetez en prison. Des cadres bien formés qui auraient pu servir la Guinée, auraient pu être utiles à la Guinée. Nous avons fait assez d'émissions ici sur ces cadres-là. Et ce sont ces gens-là que ces ratés de l'école primaire, ces ratés de l'école ont détruit dans ce pays. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences de ça. Les conséquences de l'élimination des cadres guinéens, l'élimination des entrepreneurs guinéens, de la destruction de l'éducation en Guinée. Ce sont les conséquences-là que nous vivons aujourd'hui. Là que nous avons des voyous comme Alpha Condé qui sont au pouvoir, se retrouvent au pouvoir. C'est des gens avec des faux diplômes et qui sont là et qui sont en train de mener et continuent à enfoncer ce pays dans la merde. Aujourd'hui, je regardais une vidéo sur des véhicules de transport qui allaient vers Mamouk et qu'il est impossible de faire la route au XXe siècle entre deux villes principales d'un pays. Il est impossible de faire. Et tout ça, nous pouvons retracer tous ces problèmes au régime de Sékou Touré. Parce que, comme on l'a toujours dit ici, ce qui fait un pays, ce sont les ressources humaines. C'est la qualité des ressources humaines qui fait la qualité d'un pays. Partout où nous vivons ici, nous de ce côté qui faisons l'émission, nous vivons en Amérique ici. Nous avons les mêmes arbres, le même ciel, la même lune, les mêmes étoiles. La seule différence entre là où nous vivons aujourd'hui, ce pays-là, et la Guinée, ce sont les connaissances humaines. Ce sont les connaissances humaines, l'éducation, l'esprit d'entrepreneur. C'est ça. Ce sont les qualités humaines. Quand tu détruis ça, les ressources naturelles ne servent à rien. D'ailleurs, elles deviennent pires parce qu'elles tombent dans les mains des voyous. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Guinée. Le pillage et la destruction de la flore guinéenne par ces bandes d'ignorants-là, bardés de faux diplômes, qui sont là
et qui sont en train de détruire ce pays, parce que ce pays n'a plus de cadre. Ce pays n'a plus de gens de principe. Ce pays a été détruit. C'est ça. C'est pour cela que nous voyons ce que nous voyons en Guinée. Sinon, il faut être un cancre pour faire de la Guinée un pays qui a échoué. Il faut être un cancre pour créer cette merde qui existe en Guinée aujourd'hui. Parce qu'il y a tout dans ce pays pour réussir. Il y a tout. Il y a une terre fertile, il y a une pluviométrie, il y a une faune, il y a une flore, il y a des gens, une population qui est entreprenante, qui est dynamique. Mais nous avons toujours raté l'aspect politique, la gestion du pays a toujours été confié à des vanité. Hein? En commençant par ces coutumes ratées de l'école primaire et prostituées avec le gouverneur Cornijanti. Un homosexuel, un gars qui a vendu son corps au gouverneur de l'AOF pour faire avancer sa carrière politique. Et c'est ce monsieur Cornijanti, qui est en partie, qui est responsable du malheur de la Guinée aussi, parce que c'est lui qui a permis l'ascension politique de Sékou Touré. Donc, nous allons toujours reprocher ça à Cornijanti. Et nous ferons tout pour avoir des informations sur sa vie pour venir l'exposer ici dans cette radio. Parce que c'est lui qui nous a mis Sékou Touré sur le dos. Ça aussi, nous allons le dire et nous allons le dénoncer. D'ailleurs, la dernière fois, je parlais avec un cousin à moi qui est en France. Je lui ai demandé de nous donner des renseignements sur Cornijanti. Il dit tout ce qu'il fait. Il a quelques recherches, qu'il a un neveu, mais lui, il n'a jamais eu d'enfant. Mais il a un neveu qui était en France là-bas. Je dis, si ces relations, c'est avec des gens comme Sékou Touré, je me demande comment il va avoir des enfants. Donc, c'est ça le problème de la Guinée. Donc, il faut qu'on se réveille et qu'on essaie de corriger le tir. On analyse très bien cette période, comme nous la faisons aujourd'hui. Bien la comprendre nos problèmes et trouver la solution qu'il faut. Parce que tant qu'on ne fera pas l'anatomie de ce qui s'est passé là-bas, le vrai diagnostic de la Guinée, on ne sortira pas la Guinée de cette situation-là. Donc, je vais m'arrêter là. Je connais malheureusement la femme de Tidjane Diop est décédée il y a à peu près 2 ans. Une brave dame arabe. Sinon, nous l'aurions eu ici pour nous parler de son mari. Parce que c'est une brave femme qui a survécu d'elle-même. Elle a perdu son mari, elle était très jeune, elle n'a jamais accepté de se remarier, elle est restée fidèle à sa mémoire. Et elle a élevé ses enfants le mieux qu'elle pouvait. Elle s'est occupée d'elle-même. Elle travaillait à l'AID quand elle a perdu sa vie. Donc, nous présentons toujours nos condoléances à la famille de Tidjane Diop, à tous ses parents et à la famille de Arabio. Donc, je salue les auditeurs, je remercie toujours Fréquence Scandale et je vous rends le micro. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Encore toujours le panel de la Commission centrale de Portal Suivante Fouta Diallo. Thierno Ibrahima Diallo, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Ok, vous avez la parole. Merci, M. Barry, et merci Bachir et Lamine Diallo. Ils ont presque tout dit autour de Tidjane Diop. Moi, je sais que les gens de ma génération ne connaissent pas très bien Tidjane Diop pendant qu'il était à l'école primaire de Port-Dakar. Il a enseigné nos aînés, comme l'a dit Bachir, mais il était très populaire à Port-Dakar. Mes frères ne finissaient jamais de parler de lui parce qu'il y avait des instituteurs là-bas qui étaient des très bons instituteurs qui les ont enseignés et qu'ils ont eu beaucoup de succès. C'est pourquoi il y a eu de nombreux cadres de Port-Dakar qui
qui ont poursuivi leurs études parce qu'ils ont obtenu une formation de base très solide. Parmi ces bons instituteurs figurait M. Tidjane Diop. Alors, sa fin tragique me touche beaucoup parce que j'ai toujours entendu parler de lui et que nous ne finirons jamais de parler du régime sanguinaire de Sékou Touré. Ce régime a mis la Guinée à genoux. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit parce que ce sont les gens de Sékou Touré qui continuent encore à nous gouverner. Et c'est vraiment malheureux. Les raisons, quand Lamine s'est posé la question à savoir pourquoi cet homme était enragé contre une telle famille ou telle famille ou telle famille. Les raisons sont extrêmement simples. C'est tout simplement parce que d'abord, la médiocrité qu'il avait et le complexe, un complexe extraordinaire de Sékou Touré devant les bonnes familles, devant les grandes familles. Il ne pouvait pas, c'est-à-dire, il sait qu'il ne peut pas regarder les gens là, les yeux dans les yeux, s'exprimer et amener un raisonnement. C'est pourquoi il était toujours furieux. Il fallait qu'il les détruise et garder seulement les générations qui ne le connaissent pas. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre raison que ça. Sa médiocrité et le complexe. Maintenant, il avait des entourages, des gens très médiocres comme lui, et ignorants, et ensuite très méchants, tels que Ismaël Touré, Daniel Lansana. Ça, c'est des gens vraiment méchants. C'est la méchanceté qui les caractérise. Sinon, on ne voit pas les raisons pour lesquelles ils s'acharnent contre ces hauts cadres, des cadres très bien formés qui pouvaient très bien servir la Guinée et qui se sont sacrifiés, ont abandonné de très bonnes positions à l'extérieur et sont revenus simplement pour soutenir le nouveau gouvernement. Il a continué dans ce sens depuis le début de sa vie, depuis le début de son accession au pouvoir jusqu'au jour de sa mort. Il ne cherchait que il cherchait toujours des coupables. Pour lui, tout le monde est coupable. Quand il parle de lui, tu es coupable. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il ne choisit pas, ce n'est pas ses adversaires seulement qu'il combattait. Il combattait aussi certains des super fidèles à lui, tels que M. Thibou Tounkara, qui, depuis qu'il était étudiant, a juré que si jamais Sékou Touré a besoin d'un homme pour faire le sacrifice de son succès, que lui, il donne sa vie. Ça n'a pas empêché Sékou Touré d'arrêter un jour cet homme, le tuer, le torturer, le tuer pour rien. J'étais dans la même classe que sa fille, et Fatmata Tounkara. Alors, c'est-à-dire, c'est des choses inexplicables. Celui-là n'a jamais fait aucun tort à Sékou Touré, n'a jamais imaginé faire quoi que ce soit sinon du bien à Sékou Touré. Donc, cet homme était vraiment complexe. Sékou Touré était un homme très complexe et difficilement on ne peut pas l'étudier jusqu'à comprendre réellement les raisons de ses actions. Donc moi je pense que la Guinée a besoin d'un sursaut de la population, un sursaut national, et que les gens comprennent que le pays-là appartient à la population qui vit dans ce pays, principalement dont les ancêtres sont issus de ces terres.
Donc, quand on voit des individus comme tous ceux qui ont occupé la fauteuil, tous ceux qui ont occupé le poste présidentiel ou ministériel, ce sont des gens vraiment très étonnants et qui n'ont jamais foutu rien. Quand on voit aujourd'hui la situation de la Guinée, où pendant plus de 60 ans, on n'arrive pas à avoir de l'électricité. Je crois que c'est le seul pays. Je ne connais pas s'il y a un autre pays encore qui n'arrive pas à obtenir l'électricité pour au moins les grandes villes du pays. On n'arrive pas à avoir l'eau, malgré que la Guinée est dénommée le château d'eau de l'Afrique occidentale. Nous n'arrivons pas à avoir de l'eau potable pour boire dans la capitale, ni dans les villes du Fouta-Djallon ou les plateaux où on trouve toutes les sources des grandes rivières qui desservent les autres pays de l'Afrique occidentale. Partout où tu vas, au Sénégal, au Mali et ailleurs, tu trouves que les conditions sont réunies pour que les gens puissent vivre dans une grande ville, sauf en Guinée. Donc, quand on voit que certains me disent qu'on ne laisse pas Alpha Condé travailler, vaut mieux dire qu'on ne laisse pas Alpha Condé continuer la destruction qu'il est en train de faire en Guinée. Donc, ce sont les hommes de cette Touré et Alpha ne nous a jamais trompés, sauf lorsqu'il est venu, nous, on avait l'espoir que, voilà, maintenant la Guinée avait besoin d'un intellectuel. On trouve maintenant que tout ça, là, c'est du tigre en papier, c'est faux, ce n'est pas un intellectuel. Il n'arrive pas à nous donner les besoins primaires de la population. Donc, il ne fait que détruire et mentir à la population. Tous, il ne nous a pas menti parce qu'il nous a dit qu'il va reprendre où Sékou Touré a laissé. C'est-à-dire continuer à mentir à la population, continuer à tuer les enfants du pays, continuer à mettre les gens en prison, continuer à cibler quelques cadres et aller les assassiner la nuit. Donc, dans ce sens, il ne nous a pas menti. Tout le reste, il est en train de mentir à la population jour et nuit. Maintenant, si jamais on croise les bras encore, on laisse des individus comme ça, des gens comme Alpha Condé, succéder Alpha Condé, là, ce sera extrêmement grave pour la Guinée. Et là, je plains le sort des générations futures, si jamais ça ne change pas. Je vous remercie, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Monsieur Ibrahima Diallo. Donc, on va continuer à donner la parole maintenant au panel de la grande radio Gandalf et la Sankarela, où est l'âge Ibrahima. Nous voulons que vous nous donniez vos contributions à l'enrichissement de ce débat. Voilà. Merci, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que Thierno Ibrahima a dit qu'il a enseigné à Port-Dakar. Et je me souviens de lui au grand marché de Port-Dakar. Avant son départ, je crois qu'il est allé faire, avant de quitter Port-Dakar. Comme il le dit, il était très populaire à Port-Dakar, surtout qu'il soutenait les jeunes. Il était avec eux. Ceux qui n'aimaient pas les gens populaires. À Fria, il était très populaire parce qu'il était directeur général adjoint. Et ceux qui n'aimaient pas cela. Et vous verrez par la suite d'ailleurs qu'il arrêtera beaucoup de travailleurs de Fria qui étaient des amis de Diop. C'est le cas de Kantara et autres. Alors, je crois que si là j'ai vraiment quelque chose à ajouter, moi j'en ai fini, mais je pense qu'il a de la famille qui veut parler. C'est le cas de Kade Diop
et le cas de Yeb Bandela. Je ne sais pas si c'est Kade Diop ou si c'est son frère. Mais on leur donnera la parole après El Hadj Ibrahima. Merci Lansankerela, merci à la commission centrale de Portal Fille Mental. Et comme d'habitude, vous êtes chez vous. Nous sommes ensemble chez nous. Alors, c'est une figure qui m'a marqué lorsque j'étais très jeune. C'est un monsieur qui, de par sa position qu'il occupait dans l'administration, c'est-à-dire FRIA, c'est quelqu'un, pas qui m'éblouissait, mais quelqu'un qui pour moi, qui était un héros, qui était un exemple. Alors, comme tout enfant, on peut voir quelqu'un et souhaiter être comme lui ou avoir un véhicule comme le sien. Parce que M. Diop avait sa 404. Le 404 à l'époque, c'était le top de Peugeot. Et une couleur bleu ciel, quelque chose de très beau, et qu'on rencontrait régulièrement dans la circulation. Et comme c'était un ami de la famille, encore, à travers mon oncle So, qui s'est marié à Dingueret, qui était bien aussi avec mon père, ils sont tous des instituteurs. Donc, je le voyais de temps en temps dans les différentes familles, dans les différentes cérémonies. Et ce qui m'a beaucoup marqué encore, c'était son poulard. Il y a le poulard, il y a le français. Alors, tout ce qu'il disait, j'avais du plaisir à l'écouter. J'étais aussi marqué par son arrestation. Alors, j'ai commencé à comprendre que FRIA n'était pas simplement une compagnie française, mais que Sékou avait, disons, le pouvoir d'arrêter même dans FRIA. Parce que pour moi, FRIA, c'était comme Hong Kong à l'époque. Le pouvoir, le PDG n'avait pas de truc, il n'avait pas la possibilité d'arrêter les gens de FRIA. Alors ça encore, ça m'a descendu du petit nuage sur lequel je me trouvais. Parce que j'ai vu le complot Kaman, pas le complot Kaman plutôt, Petit Touré et autres, Sékou n'a pas pardonné ses frères, donc la main encore dans FRIA. J'ai commencé à avoir peur du régime. Et sérieusement. Et sa femme, que j'ai eu aussi à connaître, voisine à Dixine, à mon retour de Boireau, là encore, a été une personne qui m'a donné beaucoup de conseils. Et j'ai vu ce qu'on appelle l'expression du djigui à travers sa femme. L'ami de M. Tidjane Diop a pris la femme de M. Tidjane Diop, a pris soin d'elle à côté de lui. Et il n'y a pas eu quelque chose à redire dessus. Les gens peuvent avoir faim, mais ne pas manquer de quoi dire. Il n'y a pas eu de reproche. Il n'y a pas eu de murmure. Même si quelqu'un voulait essayer, ça n'a pas marché. C'est de ça que M. Bachir a parlé. M. Madayani Kouyaté, ami de Tidjane Diop, a pris la femme de Tidjane Diop, l'a gardée à côté de lui, à Dixine là-bas. Et nous avons été très marqués, effectivement, par son décès. Nous avons eu à connaître d'autres encore, de la famille des Diop. C'est une famille d'intellectuels. Le cas Sékou est un cas d'étude en matière de psychologie. Je crois qu'on peut faire appel aux adeptes de Freud et de Jung, ces cas de psychanalyse. En tout cas, c'est un accident d'histoire. Partout au monde. Et Sékou avait bien dit que la révolution est éternelle. Si on a des gens qui ont dit il y a 9 ans qu'ils prennent la Guinée où Sékou l'a laissé, ou encore qu'un enfant qui est né avant-hier se permet de dire que celui qui est venu faire son rituel au mausolée de Donka, que
que c'est des cadres de l'impérialisme et des comploteurs et autres. Bon, bref, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais c'est bon de connaître. Victimes, toutes les familles en ont été victimes. Mais ce complexe, le vocabulaire régulier de Conakry, les aigris sociaux, c'est qu'on est aigri social. C'est ça le gros problème. C'est un aigri social. Et maintenant, un autre bourré de complexe, son frère Ismaël, fait semblant de travailler avec des cadres pour avoir un crédit. Ils ne peuvent pas être bien. C'est dommage, mais que Dieu nous aide pour que l'on puisse reprendre la Guinée et la remettre sur les rails. Je vous remercie et en tout cas, pour moi, c'est un cas de figure qui mérite d'être connu, le cas de M. Tidjane Diop. Je vous remercie. Hélas, merci. Hélas, Sankarela, si vous voyez ceux-là dont vous avez parlé tout de suite, là, de la famille de M. Diop, si vous les avez en ligne, vous pouvez leur ouvrir leur micro. Allô, on a perdu la connexion. Hélas, Sankarela, vous nous attendez? Oui, je vous entends. J'ai ouvert le numéro, mais elle n'a pas parlé. Ah, d'accord. La personne n'a pas parlé. Il faut l'interpeller. Certainement, elle ne sait pas que vous avez ouvert le micro pour elle. J'ai réouvert. Allô? Oui, allô? Oui. C'est Ousmane Diop. Cousin. Ta voix est trop basse. Élève un peu le ton, on ne t'entend pas bien. Élève la voix. Mais, non, ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux maintenant. Ça va très bien. Ok, d'accord. Je ne sais pas si je suis en ligne ou pas, mais... Oui. Tu es en ligne, tu es en direct, hein? Ah, je suis en direct, ok, tu as bien fait de me le dire. Non, oui, mais c'était pour... Moi, je voulais simplement... Mais d'abord, je vous remercie pour l'émission. Oui. Ensuite, je voulais faire quelques petites corrections parce que c'était des erreurs qui sont glissées un peu. Oui. Je commence par d'abord Madani Kouyaté. Oui. C'est mon copain d'enfance. C'est avec moi qu'il a grandi. Ah, donc, d'accord. à cause de moi qui était avec mon frère, Oui. il a été avec Aradio. Ok. D'accord. C'est la première correction. Oui. Bon, donc, effectivement, comme je disais dans ma contribution, grâce à cet effort, ceux de mes parents, de ma mère et tout ça, j'ai pu récupérer ma quille à Abidjan, etc., etc. Donc, effectivement, il a toujours été, c'est mon jumeau, quoi. Oui. Bon. Deuxièmement, l'erreur vient de moi. En fait, comme c'est vieux, mon frère a enseigné, j'ai même été le voir à Port et Dakar. J'étais au collège. Mais c'est la sœur de Saïdou qui l'a enseigné. Ok. Pas Saïdou. Ah, d'accord. La petite sœur de Saïdou s'appelle Djaraï. Ok. D'accord. C'est juste pour écrire simplement le reste, il n'y a pas de problème. Ok. Donc voilà, c'était ma contribution. J'ai déjà fait ma contribution par écrit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Parce que l'émission est un peu courte, donc voilà. Et je vous remercie pour l'avoir programmé. Alors, Monsieur Diop, Monsieur Diop, merci, c'est Abdurrahman, je suis de Dingra et moi aussi. Je voudrais seulement vous parler ici, faire cas de la joie qui animait nos familles quand elle avait appris que vous avez pu traverser la frontière, que vous étiez sauvés. Ça, c'est comme si c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Je sais que vous étiez loin, c'était comme, disons, le rideau de fer. Et c'était au-delà du rideau de fer. Mais je vous dis, c'était une très grande joie qui animait nos familles.
quand elles ont appris que vous avez pu réussir à franchir la frontière. Et je suis très content aujourd'hui d'ailleurs d'apprendre quand M. Lamine Diallo a fait cas, quand Bachir a fait cas de ce succès-là, vraiment de votre délivrance. Ça, c'est effectivement, c'était ça. Et au collège d'ailleurs, et je suis très content d'ailleurs d'apprendre quand même que votre sœur Oumou Diop aussi avait réussi à aller en France et étudier parce qu'on était dans le même collège à Dinguiraye. Elle était là-bas, elle souffrait énormément comme nous tous, mais elle souffrait elle aussi beaucoup. Et je suis très content quand même d'apprendre qu'elle aussi, elle avait réussi à échapper et aller en France où elle a pu finir vraiment de grandes écoles. Je suis très content vraiment. Merci Abdourahmane. Effectivement, grâce à Madani et à ma mère, on a récupéré donc Maki, après on a récupéré Oumou à Abidjan, et après j'ai réussi à l'envoyer en France pour étudier. Merci. Oui. Je vous dis aussi que, comme on l'a mentionné ici, Ousmane Diop aussi avait fait le Camboiro. Je suis peut-être qu'un jour il viendra il sera l'invité de notre émission pour venir nous parler de son expérience là-bas et des raisons de son arrestation. Ça c'est super. Parce que l'objectif ici, c'est d'éduquer les Guinéens sur ce qui s'est passé à cette période-là et qui est aussi pour qu'ils comprennent pourquoi le pays est dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Avec plaisir, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été obligé de foutre le camp parce que quand on m'a interrogé finalement, la commission d'Ismaël Diakité, il a pu dire, je ne vais pas couper longtemps, mais il a pu dire simplement que vous qui étiez aux États-Unis, vous étiez mal entouré. Alors, Bangoura Karim, on l'a déjà eu. Téli, on ne va pas avoir de problème avec l'OUA, mais on l'aura. Wow. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il ne va pas me laisser sortir. Puisque, effectivement, j'étais professeur de statistique à l'Université Laval où Makadialo, le frère de Téli, était avec moi. Je connais bien la famille. Je dis, il ne va pas me laisser sortir. Donc, quand j'ai pu être libéré, il fallait que je sorte plus rapidement. Voilà. Parce qu'ils auraient arrêté beaucoup de gens après. Et c'était un moment très sombre de l'histoire de la Guinée. Ça, je vous dis, hein, on était un des moments les plus sombres. Vous êtes correct. C'était un des moments les plus sombres. Parce que c'est comme si on ne voyait pas le soleil. Tellement que vraiment il avait le désespoir, tellement que c'était l'angoisse. C'est-à-dire chacun s'attendait à son tour. Chacun s'attendait à son tour. Alors là, vraiment, c'était difficile. Mais c'est très bien aujourd'hui qu'on arrive dans un pays de liberté à relater ça. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc, on va continuer à donner la parole aux auditeurs. Monsieur Ella Sankarla, si vous voyez Bailo de la France, vous pouvez lui donner la parole et on va continuer avec le débat. Ok, je ne vois que Yeb est ici, mais je ne sais pas. Je crois qu'elle écoute là. C'est pas Yeb, tu écoutes ou Yeb est d'une autre génération, le né à Lomé. C'est toi qui as deux téléphones? Non, oui, tu sais, c'est moi qui... Je suis sous le couvert de Yeb, sur mon téléphone. D'accord. On est sous le couvert de femmes. Alors, si c'est tellement de téléphone, tant mieux. Donc, on peut passer quelques questions ici. Des questions un peu complexes. Bon, voilà, il est plus facile, disons... Vous pouvez me demander, hein. D'accord. Oui, d'accord. Alors, s'il y a des questions que quelqu'un veut poser, je peux répondre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Bon. Voilà. Et donc,
comment voyez-vous quel lien existait entre vous pensez? Voilà, c'est une question que je pose d'ailleurs. Pourquoi l'acharnement de Sékou Touré sur Dinguiraye, Monsieur Diop? Bon, alors écoutez, comme l'a dit au début de l'émission, mon père était donc ce qu'on appelle un Dula, machin Dula. Et parmi, quand il était à Farana, c'est pour ça que l'aîné de notre famille, Mamadou, est décédé bébé et intégré là-bas, c'est parce que c'était la famille de Sékou Touré, la concession de Sékou Touré, c'est là qu'il descendait quand il allait à Farana. C'est tout ça. C'est pour dire qu'il se connaissait bien. Comme on a dit, avec les Marégas, on sait ce qui se passe parce que Bokar Maréga a recueilli pratiquement Ismaël, élevé. Et je crois que c'est le complexe en fait, parce que figurez-vous que quand on m'a relâché, ça veut dire quand on quitte le Cambodge, il faut venir dire bonjour à Sékou Touré. Donc, c'est ça qu'il fallait faire si on retournait. Je suis parti le voir bien sûr, et il me dit, bon, ben, toi, c'est quoi? J'ai dit, ben, écoutez, je sais pas. J'ai entendu la radio, Alata dire qu'il m'a recruté pour le service secret allemand et américain. Et puis c'est tout ce que je fais. Alors, du coup, il a fait 20 minutes à parler d'Alata. Combien d'Alata a été... Enfin, lui a été victime d'Alata, en fait. Et après quoi, il me dit, bon, parce que ma femme était ici, ma femme était venue accoucher ici, donc mon aîné était ici avec elle, à Atlanta, justement. Et il me dit, bon, et ta femme, elle vient quoi? J'ai dit, ben, dès qu'elle a son visa, elle est en train de préparer ces choses. Sa demande de visa, dès qu'elle a le visa, elle viendra. Du coup, elle appelle Abdoulaye Touré. Il dit de faire tout pour que Mme Diop puisse venir très vite. Alors, il pouvait faire semblant du fait qu'il était victime comme moi et que, parfois, nous sommes tous dans le même pain. Alors qu'en fait, il savait très bien qu'il avait tué mon frère. Moi, je ne savais pas en ce moment, bien que je soupçonnais. Bon, enfin, donc il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas prendre votre émission, toute votre émission. Il y a beaucoup de choses. Non, on est là. Extrêmement important. On reviendra là-dessus. On vous enverra un questionnaire bien précis pour que vous ayez toute une heure ou plus pour justement nous expliquer ça, parce que c'est des témoignages extrêmement importants. Vous l'avez vécu, mais je vous encourage réellement à écrire. Et puis on peut partager ça au fur et à mesure. Et réellement, c'est extrêmement important. C'est plus qu'un devoir. C'est un hommage que vous rendrez à toutes ces victimes que vous avez connues et que dont la plupart nous entendons parler. Bon, certains qu'on connaît parce qu'on n'était pas trop jeunes quand même quand ça s'est passé. Donc, je vous remercie beaucoup. Quant à mon frère, il devait se sentir mal à la fin parce que en fait, autant mon père avait tout fait pour qu'il rentre, bien que... alors, en 68, donc, quand mon père était un peu malade, il a mis la pression maximum sur mon frère, qui m'a mis la pression, parce que j'enseignais à l'université Laval depuis 66. Il m'a mis la pression pour que je rentre. Et c'est cette pression-là qui m'a fait rentrer. Et quand je partais de Laval, les Makas et autres, Abdoul Bari et autres Guinéens africains qui étaient là-bas, pourquoi tu es rentré? Je rentre. Parce que la famille insistait. Alors, il a regretté un peu d'avoir insisté pour que je rentre après, parce que juste avant qu'on arrête, la ville a tourné des événements. Il était déjà là-bas. Non, c'est tragique, hein. Ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. Mais la logique d'arrestation de Sékou Touré, c'est cette logique qui existe en Corée du Nord. C'est-à-dire, quand on arrête quelqu'un, on va arrêter tout ce qui est lié à la personne.
Donc, une fois qu'ils avaient arrêté Bamamadou et Kamandjabi, comme Kamandjabi a été élevé par le vieux Fodé Marega. Donc, il a été élevé avec Dr Marega, ils ont été élevés comme des frères, après ce qu'on m'a dit. Parce qu'il a eu Kaman quand Kaman avait 5 ans. Donc, l'arrestation de Kaman, logiquement, considérée comme monsieur de Dinguiraye, il fallait arrêter toutes les personnes de Dinguiraye. Kaman était le témoin de Dr Marega à son mariage. C'était son frère, pratiquement. Donc, voilà. Tout ça, ça dépend. Vous avez la ferme du kilomètre 66. Exactement. Et parmi les, comme l'a témoigné Mme Marega, sur les 9 entrepreneurs de cette ferme, il y a qu'un qui a survécu, je crois, qui n'a pas été arrêté. Exact. Non, c'est Blaise Ndiaye, simplement. Voilà, exactement. M. Diop, je voudrais vous demander combien de temps s'est écoulé depuis que Ismaël vous a parlé de Bamamadou et il a promis d'avoir des Diallo. Oui, effectivement. Alors, pour la petite histoire, avant, en fait, c'est possible, il faut que je vous dise, avant qu'on m'arrête, Ismaël m'avait fait appeler dans son bureau au ministère des Domaines économiques pour me dire de lui préparer un mémo parce qu'il voudrait réorganiser les statistiques financières. Donc, ça c'était avant mon arrestation. Et ça c'était suite à quoi? Il y a eu une conférence au Palais du Peuple. Moi j'enseignais à Poli. Il y a des étudiants de Guinée équatoriale qui étaient venus à Poli. Ils avaient des problèmes de langue. Ils avaient des problèmes de sucre, donc je leur donnais des cours spéciaux l'après-midi. Donc il y avait une conférence au Palais du Peuple. Moi j'étais à Poli avec ces gens-là. Et un certain Diop de l'abbé a dû intervenir. Et Sékou a dit, bon, d'après ce qu'on m'a raconté, Sékou se serait penché vers Saïfoulaye pour demander, et puis après il dit oui, je sais que c'est le frère de Diop Tidiane. Et puis il a fait, bon, il a raconté, je ne sais pas ce qu'il a raconté. Donc il avait fait cette mention-là. Du coup, tout le monde me cherchait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit ça? Bon, alors, je n'étais même pas là-bas. Donc, j'ai une parente qui connaissait bien la femme d'Ismaël, qui m'a pratiquement trimballé Manu Militari chez Ismaël là-bas. Et donc, Ismaël m'a donné rendez-vous le lendemain à son bureau. Et quand je suis venu à son bureau le matin, il m'a dit non, ça y est, il a déjà parlé à son frère, c'est éclairci, il n'y a pas de problème. Et il a profité pour me dire, justement, je voudrais que tu me fasses une étude sur l'organisation des statistiques financières. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, je vais essayer de faire un papier dessus. Et il est parti en mission. Je suis allé à la Banque centrale comme premier arrêt pour faire cette étude. Et il y avait Touré à la Banque centrale, un Touré, j'ai oublié son prénom, qui me connaissait un peu. Et quand j'ai fait la réunion, j'ai expliqué ce que je voulais. Bon, après la réunion, à la sortie, il m'a pris de côté et dit attention. C'est un problème entre Ismaël et son frère pour le contrôle des devises. Il faut faire très attention. Bon. J'étais déjà embarqué dans les choses, donc il fallait que je fasse l'étude. J'ai fait l'étude, j'ai déposé au bureau d'Ismaël avant qu'il revienne de mission. Mais on n'a jamais pu discuter de cette étude parce qu'on m'avait arrêté. Il mettait un peu les gens en confiance on m'a arrêté donc en juillet-août et Ismaël a plus ou moins piloté mon séjour à Boiro. Il m'a confié d'abord, j'ai fait un mois avant qu'on me convoque, on m'a convoqué à la commission de Ismaël, de Moussa Diakité, qui est un ami d'Ismaël.
Bon. Ensuite, donc, ça c'était au mois de fin août. Et puis on n'a plus entendu parler jusqu'en décembre. En décembre, un matin, on vient me chercher au bloc pour dire que je dois aller à la commission, et c'est la commission d'Ismaël cette fois-ci. Ismaël demande si on a fait une sorte si on s'est expliqué avec Alata. Donc c'est une confrontation. Ouais. Je dis que non. Alors il dit bon d'accord, on va organiser une confrontation. On m'a ramené au bloc. Et je crois 24 heures après, on a fait la réunion, enfin, on nous a ramené encore, Alata était là cette fois-ci, pour une confrontation. Bon. C'est à l'occasion de ça, là, vers donc, le mois de décembre, que Ismaël, après le débat, il m'a dit, bon, cette fois-ci, il n'y a rien, on va te laisser partir, mais, bon, enfin, la personne l'a vu ça. Alors, quand il a ajouté cette histoire-là, j'ai eu peur. Et je me suis résigné. Et quand donc le premier groupe a été libéré en décembre, là, on nous a déplacé du bloc des posteurs pour nous amener vers l'hôpital, vers les petites villas qui sont en bordure de la grande route. C'est pour nous préparer parce qu'on te conditionne pour que tu sortes. En fait. On te donne maintenant à manger, te laver, etc. Bon, bref. On te conditionne pour qu'on ne dise pas que tu étais trop amoché. Exactement. Donc, le premier groupe a été libéré et puis c'est arrêté. Ensuite, on est resté du mois de décembre jusqu'au mois de mai. On a commencé à libérer le deuxième groupe dont j'ai fait partie. Et on était avec Selou, le vieux Selou. Alors, donc là aussi, on a libéré quelques-uns, on a arrêté. Il y a Galéane et moi, on était libérés en même temps. C'est à son âme, Eladj Galéane, et d'autres personnes. Et Selou, les autres, on les a ramenés au bloc encore pour des années. Voilà l'histoire. Donc, c'était donc au mois de mai, il était libéré. Et moi, je suis parti donc de Dingaï au mois de... c'est quoi, c'était juste avant... en septembre. Oui, effectivement. C'était en saison hivernale. Ok. Effectivement. Oui. Effectivement. Et Abdraman, puisque... Certainement, avec Kala, vous étiez tout petit, certainement, à ce moment-là. Effectivement. Bon, oui. Mais disons que j'avais étudié les cartes, parce que je me rappelle que nos parents à nous faisaient un peu le commerce vers Kenyeba, vers le Mali là-bas. Oui. Donc, j'ai étudié les cartes en l'administration là-bas et j'attendais un véhicule vers la frontière. Voilà. Et malheureusement, j'ai tombé sur une délégation du parti qui partait là-bas, donc j'étais dans le même véhicule avec Marconde, Haïdja et tout ça. Là. Et puis, M. Diop, en 1970, on vous accuse d'être en connivence avec le service secret allemand. Et nous savons que ces services secrets-là, je crois, ont été démantelés dès dès qu'on a fini avec le fascisme hitlérien. Donc, comment expliquez-vous voilà, ça c'est un gros mensonge comme on le dit. Alors, bon, là aussi c'est confrontation avec Alata. Hein, bon, je ne vais pas aller longtemps là-dedans, mais il y a un point qui est important, c'est que Alata, bon, heureusement je le connais parce que il a enseigné à Poli avec moi, donc il a essayé tout le temps de m'avoir, j'ai toujours trouvé une solution pour me libérer, pour ne pas aller. Et il a passé par mon cousin Bayi Baba pour m'inviter à un dîner.
c'était au moment de la prise de choléra, la première crise de choléra en Guinée. Et ma femme était venue, bon, quand je suis rentré, moi, elle est revenue pour continuer ses études, son master ici, et puis donc elle est revenue par bateau, juste avant le choléra, là, et elle a passé par celui-là pour que je sois à ce dîner. Et pendant la confrontation, effectivement, elle a dit que pendant ce dîner, il m'a présenté au recruteur allemand. Alors, et il se trouve que nous avions tous les deux été membres de la commission de validation des diplômes. Comme vous savez, à ce moment-là, tous ceux qui venaient de l'extérieur, il fallait valider leur diplôme. À Poli, le comité de validation du diplôme de Hadiatou, de CDG. Alors, la femme de Elad Colomb. Voilà, Elad Colomb. Ça s'est passé en avril. Ouais. En avril 60. Disons avant en avril, je crois que c'était 70, je crois. Bon, c'était en avril. Toujours est-il que c'était en avril, tandis que le dîner a eu lieu plus tard, en juillet-août. Alors, comme il parlait, je me suis tué, il a fini de parler, oui. J'ai dit, bon, il dit, écoutez, on dit, bon, donc, on me donne la parole. J'ai dit, d'accord, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Il dit qu'il m'a recruté lors du dîner. C'est vrai, j'étais à ce dîner avec ma femme qui est venue par bateau. Les dossiers sont au port, on peut trouver la trace. Et nous étions membres de la commission de validation. Ensemble, c'est vrai, c'est à Poli, on peut trouver les traces du dossier. Et il a dit qu'ils ont confirmé que j'ai été recruté. Moi-même, j'ai confirmé à l'acte que j'étais recruté par ces gens-là, que ça a marché pendant la validation de diplôme. Et donc, tu m'as recruté en juillet et que en avril, avant juillet, j'avais confirmé que ça a marché, je n'ai rien à dire. Voilà. C'est une machine de contre-truc qui marche. Oui. C'est tellement malmené à l'attaque qu'il ne devait plus se rappeler de la séquence des événements. Du coup, ils ont éclaté de rire. Ismaël dit ça, c'est quand même un peu gros, ça. Ils ont compris. Ça c'est super intéressant. Monsieur Diop, il faudra écrire tout ça, s'il vous plaît. Là, on va enregistrer, ça sera enregistré, mais c'est des détails extrêmement importants pour montrer le caractère rustre de ces imbéciles-là. Absolument. Et puis la bagarre entre eux. Parce que moi, j'étais victime de la bagarre entre eux, je crois. Voilà. Ismaël a piloté ma sortie. C'est ça. C'est lié à tout ça. Et certainement, ils savaient, comme ils ont arrêté ton frère, ils devaient te détruire toi aussi. Voilà. Non, ils le savaient parce que chaque fois qu'Ismaël venait ici, aux États-Unis, il se renseignait sur les étudiants qui étaient boursiers à ce moment, notre groupe là. Et quand il a dit à mon frère qu'on lui disait que j'étais brillant, donc il m'estimait, etc. Bon, il a conté plein de choses à mon frère. Ouais. Donc, il savait tout. Il savait tout ça. Bon, il savait comment fuir à l'intérieur des familles pour connaître qui est qui. Et puis bon, toute leur occupation, c'était ça. C'était pas pour développer le pays. C'était se maintenir au pouvoir en surveillant les gens, c'est ça. Ouais. Donc, il faut qu'on revienne ensemble avec... Oui, on reviendra ensemble, s'il vous plaît. On vous enverra sinon, on va discuter au téléphone pour bien le structurer encore mieux que ce n'est aujourd'hui. Et puis bon, c'est un témoignage extrêmement important. Ouais. Je crois que l'émission tire vers sa fin. Je sais pas si M. Barry a conclu pour nous. Une similitude là, s'il vous plaît. Oui. Et vous vous souvenez que Tcherno de El Hadj Teli avait dit que
Eladjtel avait été recruté par Henry Kissinger à un moment alors que c'était un autre qui était là. Alors, ça rappelle là. Il s'embarrassait. Il savait qu'il mentait à un peuple inculte et totalement coupé du monde. Donc il s'en foutait des détails. Il fabriquait le propre il avait le monopole de la presse. Il avait le monopole de la presse. Exactement. C'est ça le problème. Ok, mais c'est bien. Okay. Merci beaucoup, M. Diop. Réellement, on apprécie. Et puis, bon, on va garder le contact pour mieux travailler ensemble, Inch'Allah. Le destin, parce que j'ai effectivement eu l'occasion d'envoyer ce message après ma libération. J'ai envoyé ce message à Téli par mon cousin, Hatino Soumari, qui travaille avec lui à Addis. C'est ça. Donc, il a effectivement reçu ce message. Ouais. Malheureusement, il est venu. Eh oui, eh oui. Ouais. Mais bon, ça, elle n'a pas écouté beaucoup de gens. Exactement. Mais c'est le regret de l'histoire. Bon, notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens ne tombent pas dans le panneau de ces rapaces. Ouais. Mais, ok, je vous remercie et je vous souhaite bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bien. Je suis très content quand même de vous retrouver en vie. Et en forme. Et surtout de vous écouter encore, contribuer quand même à relater cette histoire-là et à lire cette page. Et la lire comme elle se doit, comme elle devait être écrite. Exactement. Voilà, pas sous l'effet de la torture et derrière les barreaux du Cambouaro. Ça, vraiment, on doit remercier le bon Dieu. Et prier pour le repos de l'âme de ceux-là qui nous ont dévancés. Et toujours nous rendons hommage à notre aîné Amati Diani Diop et nous prions le bon Dieu pour le repos de son âme au paradis. Et frère Diop, vraiment nous avons tous besoin de votre contribution et surtout vous qui avez vécu cette histoire-là tragique. Nous avons besoin de vous pour enseigner à ces jeunes-là, générations qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. Et il y a assez de mensonges sur notre histoire. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Écrivez, venez témoigner, enrichir, contribuer dans le débat pour que la vraie histoire soit connue. Tant qu'on ne connaîtra pas notre histoire, c'est des traîtres, c'est des faux citoyens, c'est des citoyens comme le Sékou Touré qui sont faits comme étant ceux-là qui étaient des patriotes, alors qu'en fait, c'est eux les traîtres, c'est eux qui sont, si on pouvait dire anti-guinéens, Bachir, excuse-moi, c'est eux qui sont anti-guinéens parce que c'est eux qui sont acharnés pour que la Guinée ne connaisse pas la voie du développement et du progrès. Donc, M. Diop, on est très contents et nous vous prions de continuer à venir nous aider. Merci. Bakabe,